Flambée de violence à Paris ce samedi pour le premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. La préfecture de police a interdit une manifestation initialement autorisée place d'Italie en raison de nombreuses violences survenues dès la mi-journée. Peu de temps après l'annonce de cette annulation, les CRS ont tout fait pour évacuer les lieux. Qu'en est-il des dégâts? Le mouvement des Gilets jaunes peut-il encore perdurer? Point complet dans un instant. Le 13 novembre 2015, la France fut frappée par les pires attentats de son histoire. Ce mercredi, Paris a rendu hommage aux victimes de ce terrible drame. 4 ans après, nous reviendrons sur cette nuit de cauchemar qui marqua à jamais la population française. Enfin, nous vous ferons part d'une mesure, pour le moins atypique en Chine, où pour lutter contre l'addiction aux jeux vidéo des plus jeunes, les autorités ont pris des mesures draconiennes en instaurant un couvre-feu pour les enfants. De quoi s'agit-il? Les jeux vidéo sont-ils dangereux pour la santé? Les réponses en fin de journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal pour 30 minutes d'actualité. Un anniversaire mouvementé pour les Gilets jaunes. Un an après le premier samedi de mobilisation, 28 000 manifestants ont défilé partout en France, dont 4 700 à Paris. Hier, samedi 16 novembre, selon le ministère de l'Intérieur, la capitale a été de nouveau le théâtre de violences, notamment dans le 13e arrondissement, où la place d'Italie a été envahie de Black Blocs. Les dégâts matériels sont importants, 129 personnes ont été placées en garde à vue. On fait le point au lendemain de cet acte 53 des Gilets jaunes. La mobilisation nationale a été 10 fois moins importante qu'il y a un an ce samedi, avec à peine 28 000 manifestants dans toute la France, contre 282 700 recensés par les autorités l'an dernier, à la même époque. Il s'agit toutefois d'un regain inédit. Depuis le 20 avril, la préfecture de police de Paris a interdit une manifestation initialement autorisée en début d'après-midi, place d'Italie, en raison de nombreuses violences survenues à la mi-journée. Le centre commercial Italie 2 a fermé ses portes, du mobilier urbain a été cassé et des poubelles et des voitures ont été incendiées. Des pompiers ont également été visés par des projectiles en pleine intervention. Un certain nombre de policiers ont également été blessés. Au sein des manifestants pacifistes, l'écœurement et la colère se font sentir. C'est le cas de Gaëlle, rencontrée par France Info. Habitante de Saint-Malo, elle n'était pas au courant que la manifestation avait été annulée. On n'annule pas une manifestation, le droit de manifester c'est un droit constitutionnel. On va vers une dérive autoritaire, on y est d'ailleurs. Fin de citation. Elle l'avoue, lors des rassemblements, elle a peur de perdre un œil ou recevoir un coup de matraque. Les violences de samedi ont en tout cas découragé certains manifestants de passer le week-end d'anniversaire dans la capitale. Après 4 heures d'affrontement, c'est l'heure du nettoyage. Hier soir, place d'Italie, les habitants du quartier n'en reviennent pas, comme cette femme venue constater les dégâts et qui avoue ne pas comprendre une telle violence. Ça m'écœure un petit peu, les arrêts de bus, le sol, les poubelles cramées, les voitures de gens qui, comme eux, ont peut-être du mal à finir les fins de mois et à s'en sortir. Ça me désole. Le café du coin, ce n'est pas un McDo, ce n'est pas une grande chaîne, ce n'est pas une multinationale, et ça, c'est triste. Fin de citation. En fin d'après-midi, c'est dans le quartier des Halles que les manifestants se sont retrouvés pour un nouveau face-à-face avec les forces de l'ordre. C'est loin d'être fini, préviennent un certain nombre de contestataires. À 20 h hier soir, la préfecture de police de Paris avait procédé à 147 interpellations. Plusieurs périmètres étaient interdits à la manifestation, dont les Champs-Élysées et leurs alentours. 71 verbalisations y ont eu lieu. Dans la journée, 8 861 contrôles préventifs avaient été menés selon les autorités. Le parquet de Paris faisait état de 129 gardes à vue. Ailleurs en France, d'autres actions de blocage et mobilisation ont eu lieu, notamment à Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Toulouse. Sur les réseaux sociaux, là où le mouvement est né, quelques 270 actions étaient annoncées sur l'ensemble du week-end. Car oui, les Gilets jaunes avaient prévu de nouvelles actions ce dimanche. Suite et fin de ce premier anniversaire du mouvement, des manifestations pacifiques ont eu lieu partout en France, sans débordement dans les grandes villes. À Paris, 29 stations de métro et 5 de RER ont été fermées aujourd'hui pour des raisons de sécurité. Les Gilets jaunes attendent maintenant la prochaine étape, ce qu'ils appellent la convergence des luttes avec la grève interprofessionnelle du 5 décembre. Le mouvement des Gilets jaunes est né voilà un an, le 17 novembre 2018. Suite à la hausse des prix du carburant, les revendications se sont élargies depuis avec des demandes de hausse de salaire, notamment. Un an jour pour jour après l'acte 1 du mouvement, faisons le point sur les données à retenir de cette mobilisation inédite. Le samedi 17 novembre 2018, premier jour du mouvement des Gilets jaunes, 282 000 personnes se sont mobilisées en France, le record en un an de mouvement. Depuis, la mobilisation n'a fait que décroître. Ainsi, pour l'acte 50 le 26 octobre, il n'était plus que 13 250 dans tout le pays.
Le 28 novembre dernier, selon un sondage Odoxa Denso Consulting, 84% des Français soutenaient le mouvement, alors qu'il y a quelques semaines, selon une enquête Elab, il n'était plus que 47%. Aux élections européennes, 2 listes ont été créées par des membres du mouvement des Gilets jaunes. La première, l'Alliance jaune, avec à sa tête le chanteur Francis Lalanne, englobait plusieurs initiatives, dont le ralliement d'initiatives citoyennes, dont Ingrid Levasseur, figure médiatique des Gilets jaunes, avait pris la tête avant de se rétracter. Après avoir quitté la liste, Christophe Chalençon, autre visage médiatisé et controversé, avait lancé Évolution citoyenne. Résultat des courses, 0,54% pour la liste de Lalanne, à peine 0,1% pour celle de Chalençon. En un an, 11 personnes ont perdu la vie au cours des manifestations, aucune depuis janvier. 2 gilets jaunes ont succombé à des crises cardiaques. L'Algérienne Zineb Redouane, 80 ans, est morte dans son appartement à Marseille après avoir reçu une grenade lacrymogène au visage pendant une marche de gilets jaunes. Les autres victimes l'ont été dans des accidents de la route. Il y a eu 4 439 blessés selon un décompte du ministère de l'Intérieur. Arrêté au 4 octobre, 1944 côté force de l'ordre, 2495 côté gilets jaunes. La place Beauvoir recensait quant à elle 12 908 tirs de LBD, lanceurs de balles de défense, depuis le 17 novembre. Au total, 12 107 personnes ont été interpellées en 6 mois, dont 10 718 placées en garde à vue. Il y a eu, selon les derniers chiffres de la chancellerie, près de 2000 condamnations, dont 40% de la prison ferme. Enfin, 313 enquêtes pour des soupçons de violences policières ont été ouvertes par l'Inspection générale de la police nationale, l'IGPN. Qu'en est-il de l'impact économique? En mars 2019, le ministre de l'économie Bruno Le Maire avait chiffré le coût des dégradations à 200 millions d'euros. Du 17 novembre au 29 mai dernier, les assurances ont évalué les préjudices matériels à 217 millions d'euros, dont plus de la moitié ont touché des artisans, commerçants et prestataires de services. Un rapport parlementaire présenté en juillet dernier chiffrait les pertes pour les professionnels du secteur hôtellerie-restauration à 850 millions d'euros. Par ailleurs, 2987 radars automatiques ont été endommagés, dont 2410 détruits, ce qui a coûté 23 millions d'euros. La surmobilisation de milliers de fonctionnaires et militaires chargés de la sécurité a représenté une charge de près de 46 millions d'euros, 30 millions pour la police, 16 millions pour la gendarmerie. Enfin, selon l'INSEE, la croissance française a perdu 0,1 point à cause de la contestation, un impact relativement modéré. Mais l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, notait néanmoins que sur le long terme, le taux de croissance du pays devrait augmenter de 0,3 points de PIB grâce aux mesures d'urgence mises en place sous la pression des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes n'ont pas été les seuls à se soulever, étudiants, féministes, personnel hospitalier. Les manifestations étaient nombreuses cette semaine partout en France, tour d'horizon des principaux mouvements sociaux de ces derniers jours. L'hôpital public déborde dans la rue ce jeudi, faisant preuve d'une solidarité rare dans un univers de la santé cloisonné, très hiérarchisé. Médecins, infirmières, urgentistes, aides-soignants internes ou cadres hospitaliers ont répondu en masse à l'appel lancé par les collectifs interhôpitaux et interurgences, soutenus par les syndicats nationaux et professionnels. C'est par milliers que blouses blanches, bleues et fluo ont battu le pavé à Paris, de Port-Royal jusqu'aux Invalides, mais aussi un peu partout en région, pour clamer leur détermination à faire pression sur le gouvernement et l'impératif de sauver l'hôpital public en urgence vitale. Fin de citation. Une mobilisation aussi forte qu'inhabituelle, qui n'est pourtant que la partie émergée de l'iceberg de colère. Dans les 70 hôpitaux français officiellement déclarés en grève, une partie importante des personnels soignants ont été déclarés d'astreinte pour assurer la permanence des soins. Des manifestations sauvages dans le quartier latin, des grilles forcées, la cour du ministère de l'Enseignement supérieur occupée, des scènes similaires dans plusieurs villes de province, un ancien président de la République congédié d'une conférence. Davantage remarqué ces dernières années pour sa faible participation aux mouvements sociaux, le monde étudiant donne cette fois des signes de tension. Un front dont le gouvernement, confronté à la mobilisation de multiples secteurs, se serait bien passé. Au commencement, un acte dramatique assumé. Le vendredi 8 novembre, un peu avant 15 h, un jeune homme de 22 ans s'est aspergé d'un liquide inflammable devant un restaurant universitaire de Lyon, qui est aussi le siège du CRUS, service social universitaire, et s'est immolé publiquement. Un témoin s'est précipité pour éteindre les flammes, des secours sont parvenus. Une semaine plus tard, le jeune homme brûlé à 90 degrés reste entre la vie et la mort. La victime se nomme Anas, il est étudiant en 2e année de sciences politiques à l'université Lyon 2. Il a laissé un message sur son compte Facebook, aujourd'hui supprimé. Le jeune homme y décrit la précarité de sa situation. Triplant sa 2e année, il a perdu sa bourse à la rentrée. Contrairement à des rumeurs un moment répandues, il ne semblait souffrir d'aucun déséquilibre particulier en dépit de sa situation
précaire. Sa famille était présente pour lui, il avait même une compagne, selon la présidente de l'université Nathalie Dompnier. Anas est décrit par les équipes pédagogiques comme un étudiant calme, posé, ouvert à la discussion et constructif dans les échanges. Le geste est sans précédent en France. Polanski violeur, cinéma coupable, public complice, une trentaine de militantes féministes scandaient avec vigueur ces quelques mots ce mardi soir devant le cinéma Le Champeau, dans le 5e arrondissement de Paris, qui accueillait l'une des avant-premières du nouveau film de Roman Polanski, J'accuse, relatant la douloureuse affaire Dreyfus de la fin du 19e siècle. Le réalisateur n'était pas présent sur les lieux puisqu'il se trouvait à l'UGC Normandie qui projetait également le long métrage. L'acteur Louis Garrel, qui joue dans le film aux côtés de Jean Dujardin et Emmanuel Seigné, devait participer à un débat au Champeau après la séance. La projection a finalement été annulée à la suite de la manifestation. À la principale avant-première aux Champs-Élysées, beaucoup d'invités ont dit dissocier l'homme du réalisateur. Je viens voir le travail de l'homme, du réalisateur. Je ne sais pas si ce dont on l'accuse est vrai ou pas vrai, a affirmé une invitée, estimant que les acteurs du film n'ont rien fait pour qu'on pénalise leur travail. Une autre invitée a souligné qu'elle allait regarder le film en partie par rapport aux accusations avec du recul. Cette avant-première se tenait en présence d'acteurs comme Vincent Pérez, Michael Youn et Pierre Richard, des journalistes comme Anne Sinclair ou Guillaume Durand, et des personnalités comme Jean Veil, fils de Simone Veil. Roman Polanski, récemment accusé une nouvelle fois de viol, n'est pas resté pour la projection de son film. Un 131e féminicide a eu lieu dimanche dernier en Alsace, à Oberhofen-sur-Moder, où une quadragénaire a reçu plusieurs coups de couteau de la part de son conjoint. Une marche blanche était organisée aujourd'hui dans ce village du Bas-Rhin par la fille de la victime. Une mobilisation qui rend hommage à Sylvia Auchter, mais l'objectif est également de faire réagir les femmes battues qui doivent parler, témoigner et se manifester pour stopper les féminicides. Dans cette affaire, l'assistante de services hospitaliers avait déposé une main courante en septembre, puis porté plainte en octobre. Le divorce devait être prononcé en janvier prochain. Le mari de la victime, qui souffre de problèmes d'alcool, a été mis en examen pour meurtre sur conjoint. Il faut savoir que 80% des plaintes transmises au parquet ont été classées sans suite parmi les cas étudiés dans le rapport que révèle le journal du dimanche. Autre titre de l'actualité, la Drôme et l'Ardèche ont été frappés par un séisme d'une magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter en début de semaine. Les dégâts sont importants, mais l'on ne dénombre aucune perte humaine. Un cas assez exceptionnel dans ce département peu touché par ce type de risque. Un séisme s'est déroulé ce lundi 11 novembre vers midi à environ 10 km à l'ouest de Montélimar et a fait 4 blessés et provoqué de lourds dégâts dans la commune du Teil. Il n'a heureusement fait aucune victime. En revanche, il a passionné la communauté des sismologues et pour cause, il s'agit du plus important tremblement de terre enregistré, 5,4 sur l'échelle de Richter en France depuis 16 ans. La secousse qui a duré plusieurs secondes à proximité de l'épicentre a été ressentie jusqu'à Saint-Étienne, Grenoble, Lyon, Montpellier ou encore Marseille. En revanche, aucun dégât majeur n'a été recensé à ce stade dans le département ni sur l'ensemble des installations nucléaires du Tricastin, selon les communiqués de la préfecture de la Drôme. La ville de Montélimar indique pour sa part que la centrale nucléaire de Cruas n'a connu aucune difficulté. Des vérifications complémentaires d'EDF sont en cours sur les deux centrales. D'après le dernier bilan, mercredi, de la préfecture d'Ardèche et de la mairie de Teil, 895 logements, soit près d'un quart des habitations de la commune, ont été endommagés par le séisme. 200 logements sont inhabitables. Une population très surprise parce qu'elle ne se trouve pas dans une zone reconnue comme étant une zone à risque. C'est ce qu'a commenté sur France Info le maire de Montélimar. Plusieurs sismologues ont confirmé sur Twitter l'analyse de l'élu local. Le département de la Drôme n'est pas l'une des zones sismiques les plus actives de la France métropolitaine, contrairement aux massifs pyrénéens et alpins. La Drôme et l'Ardèche décidément pas épargnés cette semaine. L'important épisode neigeux qui a touché ces deux départements ainsi que l'Isère ce jeudi a fait un mort. À Roche, en Isère, un automobiliste de 63 ans est décédé après la chute d'un arbre. La victime était sortie de son véhicule pour essayer de déplacer, à l'aide d'autres personnes, un arbre tombé sous le poids de la neige et qui entravait la route lorsqu'un second arbre s'est abattu sur lui et un jeune homme. Malgré des tentatives de réanimation des secours, le sexagénaire n'a pas survécu. En état de choc, la seconde victime, âgée de 27 ans, a été légèrement blessée. Une blessure toujours ouverte. 4 ans après les attentats les plus meurtriers commis en France, ministres et officiels commémoraient ce mercredi les attaques djihadistes du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, qui avaient fait plus de 130 morts et 350 blessés dans un contexte de menaces toujours élevées.
Les hommages ont commencé peu après 9 heures aux abords du Stade de France à Saint-Denis avec des dépôts de gerbes au pied de la plaque à la mémoire de l'unique victime, Manuel Dias, tué dans les explosions. Le maire de la ville, Laurent Russier, et les ministres de la Justice, Nicole Belloubet, et de l'Intérieur, Christophe Castaner, accompagnés du secrétaire d'État, Laurent Nunez, ont observé une minute de silence. Ils se sont ensuite dirigés vers Paris et les terrasses des bars et restaurants visés par les fusillades où 39 personnes avaient trouvé la mort. Le Carillon et le Petit Cambodge, la Bonne Bière, le Comptoir Voltaire et la Belle Équipe. La matinée s'est conclue par un discours des représentants d'associations de victimes à la mairie du 11e arrondissement après un hommage devant le Bataclan où 90 personnes venues écouter un groupe de rock américain sont mortes sous les balles. Pour le président de l'association de victimes 13 11 15, Philippe Duperron, les difficultés 4 ans plus tard restent vives. De nouvelles victimes se déclarent, des couples se défont, des vies professionnelles sont encore bouleversées. À la fin de la cérémonie, victimes et proches ont accroché des mots avec des rubans sur un olivier, première pierre du futur jardin de la mémoire dédié aux attentats. Emmanuel Macron a appelé les Français à se souvenir de la promesse de rester unis pour ne jamais laisser gagner ceux qui ont commis les attentats. Aujourd'hui, dit-il, souvenons-nous du 13 novembre et de ses victimes. La menace terroriste est toujours aussi élevée, a rappelé sur France Inter Laurent Nunez. Il faut être toujours aussi vigilant, a-t-il ajouté, évoquant notamment la dissémination partout dans le monde des djihadistes qui ont perdu leur emprise territoriale en Syrie et en Irak. Revendiqués par l'organisation État islamique, les attentats du 13 novembre 2015 avaient vu 3 commandos attaquer les abords du Stade de France où jouait l'équipe de France de football, des terrasses de restaurants de la capitale et la salle de concert du Bataclan. Après 4 ans d'investigation poussée, le parquet national antiterroriste a annoncé le 21 octobre que les 5 magistrats chargés de l'enquête sur les attentats du 13 novembre avaient clos cette procédure. Si on attend encore les réquisitions du parquet, cette annonce ouvre la voie à un procès qui devrait être hors norme. Il pourrait avoir lieu en 2021. 14 personnes, dont 11 en détention provisoire, sont aujourd'hui mises en examen dans ce dossier. Parmi elles, Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des 3 commandos djihadistes actifs le soir du 13 novembre 2015 et muré dans le silence depuis son arrestation. À l'occasion des traditionnelles commémorations de l'armistice qui marque la fin de la Grande Guerre sur le front de l'Ouest, lundi 11 novembre, le président de la République a rendu hommage aux soldats morts sur le front pendant la Grande Guerre. Il s'est rendu sous l'Arc de Triomphe pour déposer une gerbe, puis raviver la flamme du soldat inconnu. Avant cela, Emmanuel Macron s'est rendu dans le 15e arrondissement de Paris, au cœur du parc André Citroën, où est inauguré un monument dédié aux soldats morts au combat en opération extérieure. Lors de l'inauguration du mémorial, Emmanuel Macron a salué la continuité républicaine faisant la force de notre nation. Son prédécesseur avait posé la première pierre avant que le projet soit laissé de côté. L'armistice de la Première Guerre mondiale a été signé le 11 novembre 1918 et en signant le fameux traité dans un wagon à Rotonde en pleine forêt de Compiègne dans l'Oise, les forces alliées et l'Allemagne ont mis fin au combat sur le front ouest du premier conflit mondial du XXe siècle. Retour sur ce jour historique où tout a basculé. Comme chaque année, le 11 novembre, la France commémore l'armistice de 1918. Pour comprendre pourquoi cette date importante de l'histoire française fait l'objet d'une commémoration, il faut remonter 101 ans plus tôt. Le 11 novembre 1918, après 4 ans d'une guerre qui a laissé l'Europe exsangue, la clairière de Rotonde en forêt de Compiègne est le témoin d'un moment historique. Installé dans un wagon-restaurant aménagé à l'intérieur du train d'état-major du maréchal Foch, l'Allemagne signe un traité en faveur de la Triple Entente, composée de la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, pour mettre fin au combat sur le front occidental. Ce traité vise aussi à définir les conditions de la défaite de l'Allemagne, dont les Alliés ont cessé de se battre quelque temps plus tôt. La Bulgarie a signé l'arrêt des combats le 29 septembre, l'Empire ottoman le 30 octobre et l'Autriche-Hongrie le 3 novembre. L'armistice du 11 novembre est donc le dernier traité signé après 4 jours de négociations. Armistice est un mot masculin, on dit bien un armistice. Ce mot est issu du latin arma, qui signifie arme, et statio pour état d'immobilité. En clair, il s'agit d'une convention établie entre les belligérants afin de suspendre les hostilités sans pour autant mettre fin à la guerre. Dans ce wagon, à 5h15 du matin, la Triple Entente est représentée par le maréchal Ferdinand Foch et l'Allemagne par l'homme politique Matthias Erzberger, tous deux accompagnés de leurs généraux. Ce qu'ils signent le 11 novembre, ce n'est pas la capitulation de l'Allemagne à proprement parler, mais une suspension des hostilités d'une durée de 33 jours renouvelable. Si un cessez-le-feu est donc officiellement proclamé à 11h ce jour-là,
La fin de la guerre ne sera entérinée qu'avec une série de traités de paix, dont le plus célèbre reste le traité de Versailles signé le 28 juin 1919. La Première Guerre mondiale est officiellement terminée après avoir fait 15 à 20 millions de morts, invalides et mutilés, dont 8 millions de civils, et rebattu les cartes territoriales du vieux continent. Après l'armistice de 1918, le nombre de monuments aux morts édifiés se compte par milliers et l'expression la der des der est employée pour exprimer la nécessité que ce conflit ne se reproduise jamais. Le 11 novembre 1918, le texte est signé dans ce wagon de l'armistice, ou plus exactement la voiture 2419D de la Compagnie des Wagons-Lits. Cette voiture de chemin de fer réquisitionnée par l'armée en septembre 1918 est transformée en bureau, stationné dans un lieu isolé mais néanmoins pas trop loin de la gare de Rotonde, une clairière de la forêt de Compiègne, dans l'Oise. Les journalistes en sont alors soigneusement tenus à l'écart. Le maréchal Foch, généralissime des armées alliées, et le général Weygand y reçoivent une délégation allemande envoyée par la toute récente République de Weimar. En face, un autre train sert à accueillir les hôtes germaniques, autrement dit les parlementaires allemands qui viennent implorer l'armistice. D'après le général Weygand, chef d'état-major du maréchal Foch, qui avait choisi le lieu, maintes fois pendant la guerre, il avait établi dans son train son poste de commandement. C'est à son poste de commandement que les parlementaires viendraient donc se présenter à lui. La solitude du lieu assurera le calme, le silence, l'isolement, le respect de l'adversaire. L'armistice de 1918 sera donc signé à l'intérieur du wagon-restaurant du train français, fameux wagon de commandement du maréchal Foch. Le véhicule sera par la suite transformé en musée. Totalement détruit par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, le dit musée sera reconstitué en 1950. Les conditions de l'armistice imposées à l'Allemagne sont sans concession. D'une part, la remise d'une grande partie de son armement ainsi que de son matériel de transport, l'évacuation de tous les territoires occupés, Alsace-Lorraine compris, et de la rive gauche du Rhin. Enfin, la démilitarisation sur la rive droite du Rhin, d'une zone de 10 km qui va de la frontière hollandaise à la frontière suisse, ce qui permet aux Alliés de conserver 3 têtes de pont, Mayence, Coblence et Cologne, les principaux points de passage du Rhin pour empêcher une reprise de la lutte par l'Allemagne. L'armistice mettant fin aux hostilités, il fallait encore mettre fin à la guerre. La signature d'un traité de paix à Versailles a lieu le 28 juin 1919. Il condamne lourdement l'Allemagne. Diktat sera le terme employé pour désigner ce traité imposé aux Allemands sans négociation par les vainqueurs de la Grande Guerre. Ce traité mettant fin à la Première Guerre mondiale est signé dans la galerie des glaces du château de Versailles entre l'Allemagne et les Alliés. Il a été préparé par les vainqueurs, le français Clemenceau, le britannique Lloyd George, l'italien Orlando et l'américain Wilson. Il impose notamment à l'Allemagne la restitution d'Alsace-Lorraine, la création du couloir du Danzig, donnant à la Pologne un accès à la mer, la limitation du potentiel militaire et le versement de 20 milliards de marks or. En Allemagne, ce diktat sera donc vécu comme une humiliation et fera naître un sentiment de revanche. L'actualité à l'étranger nous emmène d'abord en Italie, à Venise, qui est en état d'alerte alors qu'une nouvelle montée des eaux s'annonce dans les prochaines heures. La Sérénissime est déjà meurtrie par les 2 aqua alta survenus ces derniers jours qui ont provoqué d'importants dégâts, dont le montant s'élèverait à 1 milliard d'euros. La célèbre place Saint-Marc a de nouveau été fermée dimanche à Venise dans la crainte d'une nouvelle montée des eaux après 2 marées hautes qui ont dévasté la Sérénissime en moins d'une semaine. Après un bref répit samedi, les services météorologiques prévoient une nouvelle aqua alta à 1,60 m pour ces prochaines heures, un niveau toujours dangereux. Vendredi, la marée haute avait atteint 1,54 m et conduit à la fermeture pendant plusieurs heures de l'emblématique place Saint-Marc. Et mardi soir, Venise avait connu sa pire marée haute en 53 ans à 1,87 m, soit le 2e record historique derrière celui du 4 novembre 1966 où la marée avait atteint les 1,94 m. L'eau a envahi les églises, commerces, musées et hôtels de ce joyau classé au patrimoine mondial par l'UNESCO, l'inondant à 80%. La plupart des distributeurs de billets étaient hors d'usage samedi dans la ville. Venise est dévastée, il y en a pour 1 milliard d'euros de dégâts, a déclaré le maire Luigi Brugnaro. L'équipe de football d'Italie s'est rendue dans la ville samedi pour montrer sa solidarité. Venise survivra aussi à ça, comme un athlète gravement blessé qui finit par se relever, a déclaré l'ancien international Gianluca Vialli. C'est choquant de voir cela, d'avoir de l'eau jusqu'aux genoux, a déclaré Oscar Calzada, un touriste mexicain de 19 ans. Le ministre italien de la Culture, Dario Franceschini, venu vendredi constater sur place les dégâts, estime que les travaux de réparation seront considérables. Plus de 50 édifices religieux ont été
endommagée. Venise, qui compte 50 000 habitants, reçoit 36 millions de touristes par an, dont 90% d'étrangers. Des hôtels commencent à déplorer des annulations pour les fêtes de fin d'année. Venise, bâtie sur 118 îles et îlots en majorité artificielle et sur pilotis, est menacée d'engloutissement. Elle s'est enfoncée de 30 cm dans la mer Adriatique en un siècle. Pour le ministre de l'Environnement Sergio Costa, la fragilité de Venise s'est accrue en raison de la tropicalisation de la météo, avec d'intenses précipitations et de fortes rafales de vent liées au réchauffement climatique. Les écologistes montrent aussi du doigt l'expansion du grand port industriel de Marghera, situé en face de Venise, et le défilé des bateaux de croisière géants. L'Aqua Alta record de mardi a provoqué la mort d'un septuagénaire et renversé des gondoles ainsi que des vaporettos, les bateaux de transport public. De nombreux responsables, dont le maire, ont appelé à mettre en service au plus vite le projet de digue Moïse. Lancé en 2003 et retardé par des malfaçons et des enquêtes pour corruption, Moïse s'appuie sur 78 digues flottantes qui se relèvent et barrent l'accès à la lagune en cas de montée des eaux de l'Adriatique jusqu'à 3 mètres de hauteur. De récents tests ont permis d'identifier des vibrations et de la rouille, mais selon le directeur des chantiers, il est prêt à 93% et sera achevé au printemps 2021. En Bolivie, la situation a été très tendue toute la semaine. Au moins 5 manifestants ont été tués vendredi dans la banlieue de Cochabamba, dans le centre du pays, au cours d'affrontements avec les forces de police et l'armée. Des dizaines d'autres ont été blessés. Les manifestants, pour la plupart des cultivateurs de coca du tropique du Chapare, fidèles alliés d'Evo Morales, lui-même originaire de cette zone et ancien cocalero, exigeaient le retour de l'ex-président exilé depuis mardi au Mexique et contestaient la proclamation de la présidente intérimaire, Janine Agnès. Alors qu'ils se dirigeaient vers le centre de Cochabamba, les manifestants en ont été empêchés par les forces de police et de l'armée. Les deux camps se sont affrontés durant plusieurs heures. Selon le commandant de police de Cochabamba, le colonel Jaime Zurita, les protestataires portaient des armes, des fusils, des cocktails Molotov, des bazookas artisanaux et des engins explosifs. Evo Morales a démissionné dimanche après y avoir été poussé par l'armée. Ça me fait mal d'abandonner le pays pour des raisons politiques, mais je reviendrai bientôt avec plus de force et d'énergie, a-t-il encore déclaré. Le chef de l'État s'était retrouvé de plus en plus isolé, tandis que la crise politique s'accélérait soudainement en Bolivie, où grève générale et manifestations paralysaient l'activité depuis une dizaine de jours. Un policier hongkongais a été blessé ce dimanche au mollet par une flèche tirée par un manifestant lors de heurts proche d'un campus de la péninsule de Kowloon, devenu ces dernières heures la principale ligne de front de la contestation pro-démocratie. Le policier en question a été hospitalisé. La police a déployé des canons à eau et tiré de nombreuses grenades lacrymogènes contre les manifestants occupant le campus de l'université polytechnique de Hong Kong. Le quartier de Yong-Hom, où il se trouve, avait déjà été le théâtre de heurts dans la matinée autour d'une entrée d'un des 3 tunnels desservant l'île de Hong Kong, qui est bloqué depuis mardi. Au terme de la semaine la plus violente depuis le début de la contestation en juin, la situation avait semblé s'apaiser vendredi soir, mais les violences ont repris et des manifestants préconisent de continuer à paralyser la ville pour étrangler l'économie, disent-ils, de l'ex-colonie britannique. La métropole de 7,5 millions d'habitants traverse depuis 5 mois sa pire crise politique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, avec des manifestations quasi quotidiennes de la mouvance pro-démocratie. Mais cette contestation s'est intensifiée lundi dernier avec des opérations continues de blocage d'universités et de quartiers périphériques en application d'une nouvelle stratégie baptisée Éclore partout, Blossom Everywhere, qui consiste à multiplier les actions pour éprouver au maximum les capacités de la police. Jouer à des jeux vidéo peut être nuisible pour la santé des enfants. Pour combattre l'addiction des mineurs aux écrans et aux consoles, la Chine vient de prendre des mesures radicales, couvre-feu, temps de jeu réduit ou encore vérification de l'identité et de l'âge. Désormais, les moins de 18 ans ne pourront plus jouer entre 22h et 8h du matin. Par ailleurs, pendant la semaine, les adolescents n'y seront autorisés que 90 minutes par jour, 3 heures les week-ends. Le gouvernement central impose aussi de nouvelles règles limitant les dépenses pour les jeux en ligne à 26 € par mois pour les jeunes de 8 à 16 ans et 51 € pour les 16 à 18 ans. Ces nouvelles règles supposent que tous les joueurs utilisent leur véritable identité pour s'inscrire à des jeux en ligne, en précisant leur date de naissance et leur numéro d'identité. Pékin a aussi demandé aux concepteurs de jeux de modifier les contenus, fonctions ou règles susceptibles de favoriser l'addiction des jeunes. Quant aux mineurs qui tenteraient d'obtenir sur Internet de faux numéros d'identité, ils risquent des amendes. Alors que le jeu en Chine est devenu le plus important au monde, selon l'agence de presse gouvernementale Xinhua, ces nouvelles mesures sont guidées par la pensée du président Xi Jinping. L'an passé, il avait estimé que les jeux vidéo contribuent à développer la myopie chez les enfants.
Les autorités chinoises ont également lancé un nettoyage du contenu en ligne ou multimédia jugé malsain. Un porte-parole du gouvernement a déclaré qu'en vertu de la nouvelle réglementation, les jeux sexuellement explicites, sanglants ou violents, ainsi que ceux comportant des jeux de hasard, seraient interdits. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a reconnu au mois de mai que la pratique excessive et déraisonnable du jeu vidéo était effectivement une pathologie à part entière. En sport, du football avec la victoire de la France face à la Moldavie jeudi soir au Stade de France dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020, le lancement de la Coupe Davis de tennis demain et la disparition de Raymond Poulidor en cyclisme, l'éternel second du Tour de France. L'équipe de France de football a longtemps galéré ce jeudi avant de venir à bout de la Moldavie, 175e nation mondiale. Les Bleus ont concédé l'ouverture du score à la suite d'une boulette de Clément Langlais avant que Raphaël Varane n'égalise à la 35e minute, puis qu'Olivier Giroud remporte un pénalty à la 79e. À l'arrivée, les hommes de Didier Deschamps s'en sortent de justesse. Avant même le coup d'envoi au Stade de France, les champions du monde et vice-champions d'Europe en titre avaient déjà leur billet en poche pour le prochain Euro, disputé du 12 juin au 12 juillet 2020 dans 12 villes du vieux continent. Ce soir, les Bleus affrontent l'Albanie pour le dernier match éliminatoire de la compétition, un match à suivre en direct sur TF1 à 20h35. La mythique compétition internationale de tennis, la Coupe Davis, reprend du service à partir de demain et jusqu'à dimanche à Madrid en Espagne pour une 108e édition dans une toute nouvelle formule. L'édition 2019 marque un tournant pour la compétition par équipe la plus prestigieuse du tennis. Alors que les nations s'affrontaient jusque-là lors de duels organisés tout au long de l'année, la compétition se déroule désormais sur une semaine. Les 18 nations qualifiées débutent dans des poules de 3 avant des quarts, des demi et une finale. Les rencontres ne se jouent plus au meilleur des 5 matchs et des 5 sets, mais sur 3 matchs, 2 simples et un double, en 2 sets gagnants. La France a été placée dans le groupe A avec la Serbie de Novak Djokovic et le Japon de Kei Nishikori. Enfin, Raymond Poulidor est mort ce mercredi 13 novembre à l'âge de 83 ans. Il avait le cœur très fatigué, a expliqué son épouse. Depuis quelques semaines, la santé de l'ancien coureur cycliste, hospitalisé depuis plusieurs semaines en Haute-Vienne, était malheureusement inquiétante. Depuis l'annonce du décès de celui qui était surnommé Poupou, les hommages se multiplient, saluant la mémoire de l'éternel second du Tour de France, qui a toujours été premier dans le cœur des passionnés de vélo. Raymond Poulidor avait en effet participé 14 fois à la Grande Boucle sans jamais la remporter. Son palmarès international demeure cependant impressionnant et comprend des victoires sur des courses majeures telles que la Vuelta ou la Flèche Wallonne. Alaphilippe, Merckx, Pinot, Froome, Jalabert. Au cinéma, la sortie il y a une dizaine de jours du film Midway de Roland Emmerich qui retrace la campagne du Pacifique après l'attaque de Pearl Harbor. Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. Les images de synthèse sont particulièrement bluffantes. Après la débâcle de Pearl Harbor qui a laissé la flotte américaine dévastée, la marine impériale japonaise prépare une nouvelle attaque qui devrait éliminer définitivement les forces aéronavales restantes de son adversaire. La campagne du Pacifique va se jouer dans un petit atoll isolé du Pacifique Nord, Midway. L'amiral Nimitz, à la tête de la flotte américaine, voit cette bataille comme l'ultime chance de renverser la supériorité japonaise. Une course contre la montre s'engage alors pour Edwin Layton, qui doit percer les codes secrets de la flotte japonaise et grâce aux renseignements permettre aux pilotes de l'aviation américaine de faire face à la plus grande offensive jamais menée pendant ce conflit. Dans ce long métrage, Roland Emmerich, qui a réalisé aussi Le Jour d'après en 2012, orchestre les batailles avec maestria et ne ménage pas nos nerfs. Les images de synthèse sont particulièrement remarquables. Sur Netflix, nous vous recommandons cette semaine un excellent documentaire très poignant sur les attentats du 13 novembre. Nous en parlions il y a quelques minutes. Les frères Naudet, révélés par leur documentaire tourné en direct de l'attaque du World Trade Center le 11 septembre 2001 à New York, donnent la parole cette fois-ci à des rescapés des attaques de Paris en 2015 dans ce film sorti l'an dernier sur la plateforme. 40 témoins, rescapés, pompiers, médecins, infirmiers, forces de l'ordre et politiques de ces attentats à Paris et Saint-Denis ont accepté de se confier dans ce film en 3 volets que Jules et Gédéon Naudet dédient à toutes les victimes de cette funeste soirée. Le documentaire intitulé 13 novembre, Fluctuat nec mergitur, reprend la devise latine inscrite sur le blason de la capitale française, signifiant « Il est battu par les flots mais ne sombre pas ».
Elle symbolise aussi depuis les attentats la résistance face au terrorisme. Les frais reconstituent la chronologie des événements avec des témoignages entrecoupés d'images inédites. Pour leur sécurité, seuls les prénoms des survivants sont mentionnés. Aucun groupe terroriste n'est nommé, les agresseurs réduits à la seule ignominie de leurs actes. Les documentaristes tenaient à s'assurer que le film ne puisse jamais être utilisé à des fins de propagande. Chaque témoin a été installé seul dans un studio entièrement noir, isolé du reste du monde, pour témoigner de son 13 novembre, face à la caméra sans même voir l'équipe de tournage, dissimulée derrière de grands draps noirs. Il s'agissait de créer une espèce de bulle où oublier le monde extérieur, explique Jules Naudet. Il se replonge ainsi dans le drame en racontant au présent. À la télévision cette semaine, une nouvelle série historique lancée par TF1, un documentaire bouleversant sur le coming out de 5 enfants ou encore la finale de la 10e saison de Danse avec les stars. Ce lundi à 21h05 sur TF1, le bazar de la charité. En 1897 à Paris, 3 femmes s'apprêtent à se rendre au bazar de la Charité, un lieu de bienfaisance où sont vendus toutes sortes d'objets. Un incendie s'y déclare et va bouleverser leur vie. Un démarrage choc pour cette série historique de prestige avec dans les rôles principaux des actrices de talent telles qu'Audrey Fleurot, Julie Debona, Camille Lou et Josiane Balasco. Mardi soir sur France 5, un documentaire sera diffusé à 21h05. Mon enfant est homo, c'est son nom. 5 parents se confient au réalisateur Pascal Petit sur le coming out de leur petit. Certains ont eu des réactions plus vives que d'autres et racontent comment leur regard a évolué. Au-delà des préjugés d'un côté comme de l'autre, ces témoignages bouleversants révèlent les sentiments de chacun sans jugement. Tout en pudeur et délicatesse, les récits se succèdent avec émotion, les incompréhensions laissant place progressivement à l'amour, grand gagnant de ces différents parcours. Un documentaire suivi d'un débat animé par Marina Carrère d'Ancos. Samedi sur TF1, la finale de Danse avec les stars à 21h05. Après l'élimination de la chanteuse et comédienne Elsa Esnou et du danseur Anthony Colette hier soir en demi-finale, ils ne sont plus que 2 couples à prétendre à la victoire. Samuel Guedari et Fovoto contre Ladji Doucouré et Inès Vandamme. Qui remportera cette 10e saison? La réponse samedi prochain. Et ce soir, pour celles et ceux qui ne souhaiteraient pas regarder du football, partez donc sur Arte, voir Slumdog Millionnaire à 20h55. L'histoire de Jamal Malik, 18 ans, sur le point de gagner la somme colossale de 20 millions de roupies lors de la version indienne de l'émission Qui veut gagner des millions. Il n'a plus qu'une réponse à donner. Mais Prem Kumar, le charismatique présentateur du show, est convaincu que ce gamin des bidonvilles, assistant dans un centre d'appel téléphonique, triche pour gagner. Il est arrêté et subit un interrogatoire musclé dans un commissariat. Jamal est sommé d'expliquer comment il a pu trouver toutes les réponses à une succession de questions improbables, portées par des acteurs très convaincants. Une fable enlevée et poignante qui a conquis la planète et raflé 8 Oscars. Et avant de refermer cette édition, notre photo de la semaine, comme chaque dimanche, nous emmène cette fois-ci en Corée du Sud, où une initiative pour le moins insolite a été mise en place par des entreprises pour redonner le moral à certains habitants dépressifs. La Corée du Sud est le 2e pays le moins heureux parmi les pays développés, le premier en Asie avec 36 suicides par jour. Alors afin de lutter contre ce mal qui affecte la population, des entreprises proposent aux Sud-Coréens d'organiser de fausses funérailles pour leur redonner goût à la vie. Ici, à Séoul, tout est fait pour que les participants soient en immersion, portraits funéraires, cercueils, lettres d'adieu, avec pour seul objectif éviter le désenchantement ambiant. Fin de ce journal, rendez-vous mercredi pour un grand angle consacré à une page d'histoire avec les crises de Berlin dont le point d'orgue a été la chute du mur, il y a tout juste 80 ans. Je vous retrouverai également dimanche prochain pour d'autres informations. Merci de votre attention, très bonne soirée.